Dans l'épisode précédent, on a analysé la force physique de Jean-Claude Van Damme. Eh bien, dans cet épisode-ci, on va s'intéresser à la force psychologique de Jean-Claude et même à sa force dans le domaine de l'abstraction. Et là, vous allez voir que le plus gros muscle de Jean-Claude, c'est son esprit. Et avec lui, on va se secouer le cerveau. Allô tout le monde, c'est Alexandra Folly et nous en sommes à l'épisode 8 de la folle théorie qui s'intitule « Le langage musclé du temps 4D ». Le commentaire qui revient le plus souvent au sujet de ce podcast-là, c'est que c'est bien vulgarisé, merci, mais que ça nécessite quand même d'être pleinement attentif pour comprendre. Donc, on peut pas vraiment écouter la folle théorie en travaillant, par exemple. Alors, soyez certains d'avoir une bonne dose d'attention pour écouter cet épisode musclé. Moi-même, là, j'ai eu du mal à intégrer certaines notions. Heureusement que nous avons Jean-Claude Van Damme avec nous. Alors, revenons un tout petit peu sur ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. On en est toujours à l'étude sémantique des phénomènes à 4 dimensions. On a vu que la 4D, ça comporte essentiellement 3 dimensions d'espace et une dimension de temps, donc un temps linéaire. Et dans ce temps linéaire-là, il se produit des événements. C'est le temps du déroulement de la réalité. Et en faisant notre analyse sémantique, en étudiant dans le langage la façon dont on parle de tout ça, on a vu qu'il y a 4 grandes catégories de phénomènes 4D. D'abord, il y a l'action elle-même, puis il y a l'état des entités. Il y a aussi le statut des entités et enfin, il y a l'avoir qui inclut la possession. Alors maintenant, ça va être un brin plus musclé. On s'attaque aux correspondances des phénomènes 4D dans les différents domaines. La première sorte de phénomène qu'on trouve à 4 dimensions, ce sont les actions et les événements eux-mêmes, c'est-à-dire l'agir et le faire. Autrement dit, c'est l'exercice même d'une force. Et ça se décrit avec quel outil de la grammaire? Je vous laisse quelques secondes, bien que cette devinette-là, elle est assez facile, hein? On décrit les forces avec des verbes. Contrairement au phénomène d'être en 3D d'espace, qui peut se contenter d'être éternellement immobile en toute réceptivité, quand on passe dans les phénomènes 4D avec une dimension de temps, on arrive dans le monde du faire et de la proactivité. Il faut des verbes pour exprimer les actions et les événements. En faisant de l'analyse sémantique, on a vu qu'après les forces et les actions, la deuxième sorte de phénomènes à 4 dimensions, c'est les états. L'état, c'est une notion 4D transitoire et donc temporelle. Ça peut être l'état des entités qui agissent ou bien l'état des entités qui subissent l'activité, c'est-à-dire qu'un sujet est en action ou qu'un objet est activé. On peut dire finalement que l'état, c'est l'effet que les forces exercent au sein même des entités qui sont impliquées dans l'action. Par exemple, quand Jean-Claude Van Damme fait le grand écart, il est en état de grâce avec ses muscles bien saillants. La troisième sorte de phénomène 4D, c'est le statut. Le statut, on a vu que c'est comme une étiquette parce que c'est un phénomène qui est extériorisé. C'est un écho de force qui émane des entités et qu'on leur associe depuis l'extérieur. Donc, c'est leur portée. On a vu aussi que l'état et le statut sont exprimés par des substantifs verbaux, comme par exemple celui qui fait. On peut l'appeler un faiseur. Quand on dit c'est un faiseur, le verbe faire enveloppe le sujet de l'action pour former un substantif verbal. Celui qui agit est un acteur, celui qui rêve est un rêveur et celui qui réalise est un réalisateur. Quand on utilise ce suffixe-là en « heure », on a plutôt affaire à un statut, alors que quand le substantif se termine par « en », dans la forme du participe présent, on a plutôt affaire à un état, parce que ça décrit le sujet pendant l'action, comme par exemple, celui qui perçoit est un percevant, celui qui vit est un vivant, celui qui aime est un amant, et dans certains champs de science, on parle même d'actant, pour bien distinguer un état d'actant d'un statut d'acteur. L'actant, c'est un être en action, donc c'est un état, et l'acteur est un être d'action, donc c'est un statut. Et l'actif, c'est une disposition à l'action, c'est une propriété.
I have to be, je dois être un acteur. On peut le mettre be to have. Je suis un acteur, je suis à LA, je travaille pour être acteur. Et le have, c'est déjà parti, c'est à Bruxelles, ça. Et enfin, la quatrième sorte de phénomène 4D, après les actions, les états et les statuts, c'est l'avoir et la possession, qui sont un rapport de puissance et qui sont exprimés par le verbe avoir et les synonymes d'avoir comme posséder, obtenir, détenir ou disposer de quelque chose. L'action « j'agis », l'état « je suis en action », le statut « je suis un être d'action », l'avoir « j'ai des actifs », tous les verbes qui décrivent des actions, des états, des statuts ou des avoirs, quand ils sont conjugués au mode indicatif, c'est un temps linéaire, ça décrit le déroulement de la réalité. On peut dire que tout ce qu'on a vu dans l'épisode précédent et que je viens de résumer, ça correspond au phénomène à 4 dimensions, quels que soient les domaines, que ce soit le domaine physique, psychologique ou abstrait. Par exemple, on peut parler d'un état physique comme d'un état psychologique. On peut parler d'une action physique comme d'une action abstraite. On peut attribuer des statuts indifféremment à des objets concrets ou à des concepts abstraits. Un objet physique peut avoir des propriétés physiques, tout comme un objet mathématique peut avoir des propriétés abstraites. Donc, vous voyez, ces notions-là d'activité, d'état, de statut et d'avoir, elles sont transversales. Et justement, maintenant, on va voir plus en détail les correspondances de vocabulaire plus spécifiques dans les domaines psychologiques et abstraits. Pour mieux comprendre ce qui suit, avec des illustrations et des tableaux qui vont plutôt bien, je vous invite fortement à consulter la transcription de cet épisode numéro 8 sur le site lafollethéorie.com. Tiens, on va commencer par l'action. Dans le domaine abstrait, qui est l'univers de la pensée, des raisonnements et des concepts, eh bien, la correspondance abstraite d'une activité physique, c'est une activité mentale, c'est-à-dire une opération. Par exemple, un concept ou un raisonnement, eh bien, c'est une combinaison de facteurs qui exercent l'équivalent de force et qui se traduisent en action abstraite, c'est-à-dire en opération mentale dans l'esprit. D'ailleurs, on peut dire que quelqu'un est fort en calcul. Ça illustre bien qu'une entité qui réalise une opération exerce une forme de force. Quand Jean-Claude Van Damme fait de la philosophie, il met en œuvre une grande force abstraite. Quand on fait confiance à la confiance, on devient confiant. Alors justement, pour donner un autre exemple, dans le monde des mathématiques, ce sont des forces abstraites qui produisent des transformations et des opérations à travers les opérateurs tels que plus, moins, multiplier, diviser, etc. Ces opérateurs-là, c'est comme les valeurs de la 1D, sauf que c'est des quantités de variation dans une dimension de temps. Je vous donne un exemple pour comprendre là, comment les opérateurs, c'est temporel. Quand on énonce une multiplication comme 3 fois 7, si on considère cette phrase-là littéralement, eh bien, c'est exactement comme si le chiffre 7 se produisait 3 fois dans le temps. OK? Le mot « fois », il a un sens temporel. Comme quand on dit « il était une fois », une fois, c'est une occurrence, c'est une temporalité. Les opérations mathématiques sont des actions abstraites et donc les opérateurs se déploient dans une dimension temporelle qui se combine aux 3 dimensions spatiales pour former des opérations 4D, incluant donc une dimension temporelle. Maintenant, voyons l'équivalent de l'activité dans le domaine psychologique, c'est-à-dire le monde des émotions et des caractères. Eh bien, dans le langage, on exprime l'action psychologique en termes de comportement. Qu'est-ce que c'est que le comportement? Eh bien, si on décompose ça en termes psychologiques, le comportement, c'est l'intensité des émotions qui engendrent des variations dans le temps. Donc, le comportement, c'est l'intensité 1D des émotions 2D dans une durée 1D. Alors, on a 1D par 2D par 1D et ça fait bien 4D. Je suis un garçon que si je travaille pas tous les jours, mais 15 heures par jour, je m'emmerde. Et quand je m'emmerde, je fais des conneries. Et voilà. Voilà. Là, je viens de parler de ce qui forme un comportement, c'est-à-dire une intensité d'émotion qui se déploie dans le temps. Et alors ça aussi, ça peut nous faire penser au mot tension. Hein? La tension psychologique, c'est aussi l'intensité d'un ensemble d'émotions qui forment une certaine configuration psychique.
intensité 1D, d'émotion 2D, ça donne configuration 3D. Et puis cet ensemble-là à 3D, il est considéré dans ses variations pendant une durée 1D, ce qui donne bien 4D. Au passage, en physique, le mot tension, il désigne des vecteurs et des forces qui engendrent des variations. Est-ce que vous avez remarqué, on vient de passer de l'action à la tension, et c'est pas la même chose. Les correspondances des actions physiques, c'est les opérations abstraites et le comportement psychologique, alors qu'en général, la correspondance d'une tension physique, c'est un état abstrait ou psychologique. On est donc rendu dans les états maintenant. Un état, ça peut décrire une situation qui regroupe un ensemble de conditions. Une situation, c'est l'effet de l'ensemble des forces en interaction pendant une durée donnée. Et l'état, ça peut donc être quelque chose d'abstrait. Par exemple, en mathématiques, les comparateurs égales, différents, plus petits et plus grands, ce sont des indicateurs temporels qui servent à décrire des états et des statuts. Notez que ces comparateurs-là fonctionnent aussi très bien hors des mathématiques. Vous pouvez consulter la transcription de cet épisode-ci sur le site lafollethéorie.com. Vous y trouverez des infographies illustrant ces notions-là assez basiques de comparateurs. C'est juste tellement plus simple visuellement. Dans l'épisode 6, on a vu qu'un caractère, c'est une entité psychologique à 3 dimensions d'espace. Puis dans l'épisode 7, on a vu que l'état, c'est la phase d'une entité dans une dimension de temps. Alors logiquement, dans le domaine psychologique, l'état ou l'attention d'une personne, c'est la phase temporelle du caractère psychologique de quelqu'un à un certain moment. La phase d'un caractère, on peut appeler ça aussi son humeur, par exemple, l'état psychologique ou la phase psychologique d'une personne, d'un objet ou d'une situation, eh bien, on appelle ça aussi une disposition. On dit qu'on est plus ou moins disposé à faire telle ou telle chose et à réagir de telle ou telle manière. Ça, c'était pour les états. Et si ça ne vous a pas mis dans tous vos états, voyons maintenant les formes que prend le statut dans différents domaines. Je vous ai dit plus tôt qu'un statut, c'est une sorte d'état perçu de l'extérieur. Eh bien, physiquement, ce serait donc une force considérée hors de l'entité d'origine dont elle provient et à laquelle elle se rapporte logiquement. Et ça correspond bien au phénomène d'impulsion physique, au sens de la quantité de mouvement. L'exemple le plus facile pour comprendre ça, c'est l'écho. L'écho, c'est un son, donc c'est une force qui se diffuse en faisant vibrer l'air hors de son point d'origine et qui revient progressivement transformé par les interactions avec les éléments extérieurs sur lesquels il s'est répercuté. Le statut, qui est une forme d'écho, c'est donc la portée d'une force dans l'espace-temps depuis son point d'origine. On peut dire que le mot « statut » décrit quelque chose qui est déjà plutôt abstrait en soi, même si c'est un mot dont le sens traverse plusieurs domaines, mais on peut quand même préciser le statut dans une nuance de vocabulaire plus spécifiquement abstraite. On peut dire que le statut, ça correspond à un ordre de valeurs qui peut servir à définir une classe, c'est-à-dire qu'on ordonne, on classifie des choses en fonction de leur portée. Alors, la 4D, c'est la base de toute classification et de toute hiérarchie parce que ça représente des rapports de force entre les choses. Et c'est sur la base de la portée de ces forces-là qu'on établit le libellé des étiquettes qu'on met sur les choses. La nuance psychologique du statut, c'est la réputation. Et la réputation, c'est la portée psychosociale qui est liée à la disposition et au comportement d'une personne ou même d'un objet. La réputation, c'est quelque chose d'extérieur à une entité et elle y est associée comme une étiquette aussi. Ce n'est pas un état. Parfois, l'état et le statut ne concordent pas. Par exemple, une voiture peut avoir la réputation d'être fiable, mais être quand même souvent en état de panne. Ou bien Jean-Claude Van Damme a la réputation d'être juste un homme d'action, mais il est souvent en état méditatif et philosophique. Les problèmes, c'est bien, non? On a tous des up and down. Mais il ne faut pas faire attention à ces choses-là parce que si on fait attention à ces mots, on devient esclave des mots, on devient esclave des médicaments. Alors tous ces gros groupes pharmaceutiques, ils font des billions de dollars. Donc on est tous normaux. Il y a des jours où c'est haut et bas. Voilà. Comme il y a le soleil, il y a la pluie. Alors il y a des jours où on est de mauvaise humeur, bonne humeur.
Passons maintenant à l'analyse sémantique de la puissance. Alors là, comme on va parler de puissance, on va aussi parler de pouvoir. Ce sont deux mots qui ont des sens très proches et qu'on utilise souvent indifféremment, mais c'est important de distinguer des nuances parce que c'est des phénomènes qui n'ont pas le même nombre de dimensions. En physique, la puissance, c'est le débit de la force, et ça, c'est 4 dimensions d'espace-temps. Et le pouvoir, lui, c'est plutôt les possibilités offertes par la puissance. Alors, c'est 5 dimensions d'espace-temps. Donc, le pouvoir, on va en reparler dans le prochain épisode. Je prends comme exemple l'argent qui est un très bon exemple, en fait, parce que l'argent, ça donne une puissance à celui qui le possède. Et le pouvoir, c'est ce que la personne pourrait faire avec son argent. Eh bien, c'est exactement pareil avec la connaissance. La connaissance donne une puissance à la personne qui en a. Et le pouvoir, c'est ce que la personne pourrait faire avec sa connaissance. L'argent et la connaissance, ce sont des actifs, des choses dont on dispose. Continuons maintenant l'analyse dans le domaine abstrait. Rappelez-vous, des choses abstraites peuvent exercer des actions abstraites qu'on appelle des opérations. Le langage, c'est un domaine abstrait dans lequel on réalise des opérations de grammaire. Alors, pour décrire des phénomènes 4D abstraits, je vais passer par le champ du langage. Dans la langue française, le sujet d'une phrase a une puissance grammaticale sur d'autres éléments de la phrase. Les adjectifs et les verbes associés doivent opérer des changements de terminaison pour s'accorder avec le sujet. L'état des adjectifs et des verbes est alors accordé en fonction de leur statut dans la phrase. Prenons un exemple et créons une phrase. Là, j'ai fait exprès de choisir une phrase avec un sens absurde pour qu'on se concentre juste sur la grammaire, qui, elle, est bien correcte, hors de l'aspect sémantique de la phrase. Voici mon exemple absurde. La lumière molle construit des habitudes. Je répète que la lumière molle construit des habitudes. Dans cette phrase, le mot « lumière » a un statut de substantif. C'est le noyau du groupe, la lumière molle. Ça lui donne une certaine puissance sur les autres mots. Alors, on peut dire que le mot « lumière » exerce une force sur l'adjectif « mou ». L'adjectif « mou » a un statut aussi, mais de qualificatif dans le groupe de mots. Et quand « mou » est accordé au féminin dans la langue française, ça devient quoi? Ça devient molle. Alors, on peut dire que l'adjectif est en état accordé. Et on peut aussi dire que le mot lumière a un adjectif. Accorder l'adjectif, c'est une opération grammaticale et donc c'est une action abstraite. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un domaine à l'autre, on retrouve finalement les mêmes notions d'action, de force, d'état, de statut, de puissance, d'avoir et de possession, autant pour des choses abstraites que pour des choses physiques concrètes. Dans le domaine du langage et de l'abstraction, la puissance, ça correspond à l'avoir qui inclut la notion de possession. Et dans le domaine psychologique, la puissance, ou autrement dit le rapport de force, ça s'exprime en termes d'autorité. Par exemple, Rachel et Ross ont une certaine autorité sur leur fille Emma et ils en sont responsables. Et ça, c'est lié à un rapport de force parce que des adultes, c'est capable de pourvoir aux besoins d'un enfant, mais l'inverse est moins plausible. Inversement, Emma a des parents et elle est sous leur autorité. Je vous fais maintenant un petit résumé des phénomènes à 4 dimensions dans le champ psychologique. L'action psychologique, c'est le comportement. L'état psychologique, c'est la disposition. Le statut psychologique, c'est la réputation. Et la puissance psychologique, c'est l'autorité. En fait, ces 4 types de phénomènes 4D, ce sont des perceptions différentes d'une seule et même chose. Les différences, en fait, elles dépendent des sous-ensembles considérés, mais les 4 types de phénomènes se produisent conjointement. Vous voyez bien, là, comme moi, que le comportement, la disposition d'esprit et la réputation de Jean-Claude Van Damme, ça lui donne une autorité naturelle.
Mais il faut une tête gonflée pour booster son ego, parce que ça fait part dans la nature humaine. Si on dit pas qu'on est bien dans la vie, si on dit qu'on est petit, qu'est-ce qu'on est? On va rester petit. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. Voilà, c'est ça. Donc je suis mégalo. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site web lafollethéorie.com pour voir les correspondances sur un tableau. Ça va vous permettre de mieux évaluer et assimiler les équivalences entre les phénomènes des différents domaines. D'ailleurs, là, si vous allez sur le site internet lafollethéorie.com, dans la transcription de cet épisode-ci, vous allez trouver un exemple illustré qui montre comment l'action, l'état, le statut et l'avoir se produisent conjointement. Je vous le décris pas oralement parce que c'est beaucoup plus parlant visuellement. Et voilà! Il a fallu 2 épisodes pour ça, mais on a maintenant fait à peu près le tour des phénomènes physiques, psychologiques et abstraits à 4 dimensions. En partant des phénomènes physiques, on a induit que les ensembles à 4 dimensions sont des phénomènes transitoires et des activités. Ensuite, en recoupant ce champ sémantique-là des activités avec les champs sémantiques de différents domaines, on a déduit que les phénomènes de force, de tension, d'impulsion et de puissance physique correspondent aux actions, aux états, aux statuts et aux avoirs dans le domaine abstrait et que ça correspond au comportement, aux dispositions, aux réputations et à l'autorité dans le domaine psychologique. C'était assez intense, ces histoires de 4 dimensions-là. Il y en avait des choses à dire parce que les activités à 4D, ça regroupe différents types de phénomènes transitoires. Là, il nous reste en fait à faire l'analyse sémantique de 2 amplitudes dimensionnelles, celle de la 5D et celle de la 6D, avec leur correspondance dans les univers physiques, psychologiques et abstraits. Alors, dans le prochain épisode, vous allez voir que la 5e dimension, elle existe bel et bien dans le langage, et non seulement elle existe, mais en fait, on parle de la 5D avec une grande facilité qui nous est tellement naturelle qu'on s'en rend même pas compte. D'ailleurs, vous allez trouver ça curieux, mais la 5D vous paraîtra peut-être même plus simple à comprendre que la 4D. Pourtant, le temps linéaire des événements concrets, ça semble plus clair à conceptualiser qu'un temps indéterministe à plusieurs dimensions. Mais en fait, la 5D, c'est à la portée de tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur les visuels ajoutés au site web de lafollethéorie.com. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode.